Ok. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Nous allons parler aujourd'hui de comment gérer son patrimoine et ses investissements aux États-Unis en période de forte inflation et de forte volatilité, avec deux personnes qui ont l'habitude de faire des conférences que je connais bien, deux personnes de France USA Financials, USA France Financials, pardon. À chaque fois, je mets la France avant, à chaque fois. C'est Alexandre Quentin et Adrien Hérault, qui sont tous les deux associés de ce cabinet d'investissement et euh, qui ont l'habitude de faire ce genre de présentations qui sont très intéressantes. Et je vous conseille à tous, je vous remercie tous d'être là et je peux vous dire que vous avez raison d'être là parce que c'est très intéressant, vous allez voir. USA France Financials accompagne environ 900 familles déjà aux États-Unis, de Français aux États-Unis. Vous avez des centaines de conférences à votre actif. Je vais vous laisser la parole pour nous parler de comment gérer son patrimoine donc pendant cette période aux États-Unis, en tout cas pendant cette période de forte inflation et volatilité. Merci Alexandre et Adrien, je vous donne la parole. Merci Romain. Et puis, donc, vous aurez l'occasion de poser vos questions dans le Q&A. On prendra vos questions à la fin. Donc, n'hésitez pas. Et donc, pour ce faire, on va se lancer dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran. Je pense que vous le voyez. Oui. Super. Donc, en quelques mots, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, pour parler d'USA France, on est maintenant un cabinet de 15 personnes basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leurs problématiques financières. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Au sein de notre cabinet, nous avons des personnes qui sont des experts sur leur sujet, que ce soit des diplômés notaires, coordinateurs fiscaux, directeurs de planification avancée ou d'investissement. C'est l'ensemble de cette équipe qui travaille pour votre succès financier ici aux États-Unis. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons préparé un certain sommaire pour parler justement d'investir, de se diversifier ici aux États-Unis sur notre patrimoine, de potentiellement tirer avantage d'opportunités. Mais pour nous, il s'agira d'aborder pour ce webinaire aujourd'hui les actifs dits qu'on appelle défensifs et les actifs dits de croissance. Ce sera vraiment la combinaison de ces deux classes d'actifs qui vont nous permettre d'être en position de force, notamment en forte phase de volatilité, pour potentiellement tirer avantage d'opportunités. L'objectif, c'est pour l'ensemble de notre clientèle et pour la communauté française ici aux États-Unis, c'est que vous soyez toujours dans une position où, quand le marché augmente, qu'il soit financier ou immobilier, vous soyez investi, mais également quand il y a des fortes phases de volatilité à la baisse, que vous ne pensez pas que, d'un point de vue de la gestion patrimoniale, qu'un crash du marché financier soit une mauvaise nouvelle. C'est en effet pas une bonne nouvelle, c'est simplement une nouvelle. Et si votre stratégie patrimoniale est proactive, vous allez pouvoir être en position de force pour tirer avantage d'opportunités, non pas que maintenant, mais pour le reste de votre vie. Et donc, on va voir comment pouvoir faire ça aujourd'hui. C'est le thème de notre webinaire. Donc, je vais déjà commencer à donner la parole à Adrien pour nous parler de diversification. Bonjour à tous, merci Alexandre. Donc, comme Alexandre l'a dit, Adrien Hérault. Alors, ensemble, on va parler de stratégie patrimoniale. Une stratégie patrimoniale, il faut savoir qu'elle tourne autour de plusieurs classes d'actifs. On voit les principales à l'écran aujourd'hui. On en compte 5. Le cash, l'action obligation, immobilier, retraite et assurance vie. Il faut savoir que ces classes d'actifs sont séparées en deux catégories. D'un côté, j'ai la partie défensive. Alors, le rôle de cette partie, c'est d'apporter de la protection, d'apporter de la diversification dans ma stratégie patrimoniale et d'avoir des actifs qui vont grandir de façon continue, peu importe qu'il y ait un ralentissement économique ou pas. J'ai une garantie, j'ai du rendement, je suis diversifié. Alors ici, les rendements sont un peu moins sexy que dans la prochaine catégorie. On parle de 3 à 5%. Et puis, on rentrera un peu plus dans le détail du type d'actifs pour cette catégorie-là, mais de règle générale, on a le cash, les obligations et l'assurance vie. La deuxième partie, c'est les actifs de croissance. Alors ici, on vient créer de la richesse, on vient créer de la croissance patrimoniale. On cherche du 6% plus de rendement. On est sur le mobilier, les actions, l'immobilier et la retraite. La retraite, pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, lorsqu'on regarde le 401k, 403b, tous les plans retraite sont liés au marché financier.
Alors, une question que j'ai souvent ici, c'est qu'on me dit, Adrien, je comprends, mais moi, je suis quelqu'un d'assez agressif, je n'ai pas peur de prendre du risque. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la partie défensive? Ou à l'inverse, non, moi, Adrien, je prends déjà assez de risques dans ma vie. Du coup, la partie croissance, je comprends la théorie, mais 3-5%, ça me va. Alors, c'est des bonnes questions. Et pour répondre à ça, j'aime bien, il y a une analogie que j'aime beaucoup, c'est sortir de la partie patrimoniale et rentrer dans la peau d'un coach sportif, par exemple, d'une équipe de foot. Lorsque je vais pour construire mon équipe gagnante, est-ce que je vais me dire, bon, écoute, je suis en France, j'ai les meilleurs attaquants possibles, donc ce que je vais faire, c'est que dans mon équipe de foot, je vais que des attaquants. Alors, ok, je prends un risque. Je prends un risque parce que j'ai pas de défense, j'ai un goal, mais bon, je sais que j'ai marqué tellement de points qu'au final, je sortirai gagnant. Ou alors, à l'inverse, je vais mettre qu'une défense. Là, il n'y aura aucun but qui sera marqué. Alors, la problématique, c'est que moi, je ne vais pas en marquer beaucoup non plus. Est-ce qu'un coach va faire ça? La réponse, c'est non. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va regarder tous les joueurs qu'il a à sa disposition, il va aller étudier quelles sont leurs capacités, dans quelle situation est-ce que ces joueurs sont de façon optimale. Et l'objectif, c'est que face à chaque situation, il puisse adapter sa stratégie de jeu pour avoir la stratégie gagnante et aller gagner la Coupe du Monde. Eh bien, la stratégie patrimoniale, c'est exactement pareil. Est-ce que ma stratégie patrimoniale fonctionnerait si je suis que en croissance ou que en défensif? Oui, probablement. Est-ce qu'elle fonctionnerait de façon optimale? Probablement pas. Alors, maintenant, une question qu'on pose à partir d'ici, c'est « Ok, très bien, bon, j'ai compris, mais du coup, quelle répartition ?» Ça, c'est une question qui est personnelle, qui va dépendre du temps que vous avez, par exemple, jusqu'à l'âge de la retraite, de votre capacité à prendre du risque. Il y a plein de facteurs qui entrent en place ici. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe votre personnalité, avoir des actifs dans chaque catégorie est très important. Aujourd'hui, on va rentrer dans chaque catégorie et on va voir comment les optimiser. La première catégorie, c'est le cash. Alexandre, si tu peux passer le slide. Ouais. C'est l'épargne liquide. Et pour cette première partie, je vais rendre la parole à Alexandre qui va pouvoir nous parler des outils. Absolument. Donc, plus connu en France, c'est ce qu'on appelle le matelas de sécurité, c'est avoir son parachute, c'est avoir les comptes courants, les livrets A, livret de développement durable, etc. C'est ce qui est garanti, qui est à la banque. Alors, très probablement, on ne gagnera pas, notamment en ce moment face à l'inflation, mais ça permet d'avoir cette sécurité. Aux États-Unis, on a quand même pas mal aussi d'options à notre disposition. On a le checking account, on a les savings account, les high yield saving account pour générer un petit peu plus de rendement, garder cette liquidité. On a ce qu'on appelle les certificate of deposits, les certificats de dépôt, et le money market. Ce sont déjà les produits, bancaires mis à disposition. Sachez que les yields en ce moment, par exemple, sur les certificats de dépôt, sont proches des 4,9-5% avec des maturités entre 2 mois et 12 mois. Donc, ça nous permet d'avoir des rendements plutôt agréables, mais l'inflation est encore toujours plus élevée en ce moment que ce que l'on peut trouver à la banque, mais au moins, on sort du 0,01% qu'on a connu maintenant depuis maintes années. Également, petit point sur les Series I Savings Bonds, qui sont encore attractifs à l'heure actuelle. Ce sont des instruments obligataires garantis par le gouvernement américain. Ils payent encore à l'heure actuelle du 6,89% garanti par le gouvernement américain. Alors, quelques mots là-dessus. C'est un taux qui est garanti sur 6 mois. Le prochain taux sera revu au mois de mai. Donc, vous avez encore la possibilité de rentrer dans ce type d'instrument jusqu'au 30 avril. C'est sur le site du gouvernement, en tout cas du Trésor américain directement, donc treasurydirect.gov. Vous pouvez créer un compte en trois clics. En haut à droite, il y a Open an account. Vous submit vos informations. Vous avez le compte qui est ouvert. Vous pouvez déposer jusqu'à $10,000 par personne si vous êtes résident fiscal américain ici. Vous aurez donc les 6,89 à l'heure actuelle pour les 6 prochains mois. Le nouveau taux sera annoncé au mois de mai, qui sera applicable à l'issue de vos 6 mois à vous. Comme ces instruments sont liés à l'inflation, très probablement, ce qui est attendu au mois de mai sera plus faible. Il faut rester au minimum 12 mois là-dedans. Si vous sortez l'argent avant 5 ans, vous aurez 3 mois d'intérêt pénalisés. Et si vous sortez l'argent durant l'éducation des enfants, vous pouvez sortir cet argent tax-free. Sinon, il serait uniquement taxable au niveau fédéral. Donc voilà quelques mots là-dessus, puisque c'est historiquement élevé au niveau des savings bonds, mais on peut s'attendre à une baisse si l'inflation commence à être taclée par la Fed. Alexandre, je te coupe Oui. une seconde
pour rappeler à tout le monde que vous pouvez utiliser le bouton Q&A, Q et A, qui vous permet de poser des questions par écrit. Et si vous avez des questions intéressantes, tout le monde les verra. En tout cas, nous trois les verrons et ce sera un plaisir, évidemment, d'y répondre. Voilà, n'hésitez pas. Absolument, merci Romain. Mais Adrien, avec ces liquidités à court terme, nous avons un certain nombre d'avantages et inconvénients. Bien sûr, tout à fait. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, chaque classe d'actifs, on va aller voir quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients. Alors, le cash, il est important. Son avantage, c'est sa liquidité. Ça va de soi. J'ai mon compte de checking ou mon high yield. Je peux aller piocher dedans comme bon me semble. La problématique, Alexandre en a un peu parlé, c'est l'inflation. L'inflation, sur le long terme, sur les 30 dernières années, on est à 2,5% par an. Si je prends le fameux high yield checking dont parlait Alexandre tout à l'heure, sur la même période, j'ai 1% de rendement par an. Alors, pour ma partie cash, c'est peut-être une des meilleures options, mais par contre, je gagnerais moins que l'inflation. Et alors, l'inflation, on en entend parler, et puis finalement, mais pour avoir un vrai ordre d'idée de ce que ça représente, j'aime beaucoup cet exemple qu'on voit ici. Une personne qui, en 1982, a 50 000 $ sur son compte de checking. Voilà, j'ai 50 000 $, on est en 1982. Eh bien, 23 ans plus tard, si je veux avoir le même pouvoir d'achat qu'en 1982, il me faut 106 050 $. Il me faut plus du double. Pourquoi? Parce que 2,5% par an, ça m'amène à ce résultat-là. Si j'ai mis mon argent sur un checking qui ne me rapporte rien, on a une problématique. C'est-à-dire que j'ai toujours 50 000 $. Donc là, il va falloir que je réduise drastiquement mon pouvoir d'achat. Si j'ai utilisé ce fonds et je l'ai placé sur un high yield saving, bien, j'aurais moins perdu, mais j'aurais quand même perdu. Donc, on va voir au prochain slide notre recommandation. Si tu peux passer au prochain slide, Alex. Merci. Notre recommandation, c'est quoi? C'est que c'est très important, cette partie-là. Ça vous permet de faire face aux aléas de la vie. Il en faut du cash, mais il faut limiter le montant qu'on a dans cette catégorie-là. Notre recommandation, c'est 6 à 12 mois de dépenses en épargne de sécurité. Au-delà de cela, vous impacterez négativement votre stratégie patrimoniale et les rendements que vous pouvez générer au sein de votre stratégie patrimoniale. Alors là, vous allez me dire, OK, Adrien, super, je comprends, mais ma problématique, c'est j'ai une épargne de sécurité, mais si j'ai besoin de liquidité pour profiter d'une opportunité. Par exemple, un exemple qu'on connaît assez bien, en 2008, le marché immobilier crache de 40%. Ce qui veut dire qu'une maison en 2008 valait 40% moins cher qu'en 2007. C'est une belle opportunité. Si j'ai 6 à 12 mois d'épargne de sécurité, je fais quoi? Je prends un énorme risque, je n'ai plus d'épargne de sécurité et j'achète le bien? Non, ce n'est pas notre recommandation. Notre recommandation, c'est bien sûr d'avoir ce qu'on va appeler un opportunity bucket, au-delà de l'épargne de sécurité qui va grandir à 1% par an, d'avoir un autre actif, je dirais notre poche d'opportunité dans laquelle je vais avoir des rendements qui sont supérieurs à l'inflation et qui vont pouvoir me permettre de générer plus de rendements dans cette fameuse période d'opportunité. Alors, un exemple assez connu, c'est l'assurance vie. Alors, on va commencer par parler de l'assurance vie française, parce que ça, c'est aussi une question qu'on a souvent. On dit, chic, super, j'ai une assurance vie française, parce que j'ai habité en France, produit préféré des Français, donc forcément, je dirais la grande majorité de nous, quand on arrive aux États-Unis, on en a une. Et la raison pour laquelle on a une assurance vie, c'est simple. Fiscalement, c'est intéressant. Si je la garde, si j'ai un contrat d'avant 2018 et que je garde plus de 8 ans, j'ai plus d'impôts sur le revenu. Alors, j'ai toujours les contributions sociales, mais c'est quand même un bel avantage fiscal. J'ai une croissance qui est continue. Dans certains cas, elle est hors marché. Successoralement, ça passe hors succession. Au niveau de la retraite, on le verra ensemble aujourd'hui, je vais pouvoir démultiplier mes revenus. Et même chose, ce sera la base de ma stratégie patrimoniale. Donc, c'est les raisons pour lesquelles c'est le produit préféré des Français et que la plupart d'entre nous ont de l'assurance vie. La problématique de l'assurance vie française en tant que résident fiscal américain, c'est qu'elle a un gros désavantage. Elle a une double imposition. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle une Passive Foreign Investment Company. Alors, voilà, un grand mot pour dire quoi? Eh bien, tout simplement, on connaît la règle FATCA, loi anti-blanchiment d'argent. Chaque année, on doit déclarer nos comptes aux États-Unis. Les compagnies
je dirais de placement, pas forcément juste les assurances-vie, doivent faire la même chose lorsqu'ils ont au sein de leur portefeuille de clients des résidents fiscaux américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'une compagnie d'assurance-vie, dans notre exemple à l'heure actuelle, devrait donner aux États-Unis l'intégralité des mouvements qui ont été faits au sein de l'assurance-vie dans laquelle ils ont un client américain. Est-ce qu'ils vont le faire? Trop compliqué, la réponse c'est non. Ils ne le font pas, on est donc requalifié en Passive Foreign Investment Company. Ici, la problématique, c'est que chaque année, dans ma déclaration, eh bien, les intérêts que j'ai générés au sein de mon assurance vie vont remonter dans mon revenu et seront imposés à mon taux moyen d'imposition. Par exemple, 30, 35%, peu importe le taux auquel je suis. Donc, chaque année, je vais payer des impôts sur ces revenus-là. Alors, vous allez me dire, OK, Adrien, mais il y a une très bonne convention, article 24. Je vais pouvoir faire valoir l'impôt que j'ai déjà payé au moment du retrait. Et la problématique, c'est que ce n'est pas possible. C'est qu'au moment du retrait des fonds de votre assurance vie, quand je suis en France, je retire les fonds et je ne pourrai pas faire valoir l'impôt que j'ai déjà payé sur les années précédentes. Et donc là, j'ai vraiment une réelle double imposition. J'ai une imposition pendant mon vivant, lorsque j'ai l'assurance vie, et une imposition à minima des contributions sociales de 17,2% au moment de mon retrait. Faut savoir que nous, comme l'a dit Romain tout à l'heure, on existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Quand on regarde l'impact sur les rendements, on parle d'à peu près en moyenne de 2%. Donc ici, on vient complètement amputer la rentabilité de cette opportunity bucket. Alors après, si tu veux passer au slide suivant, Alexandre, ici on me dit « Ah, mais Adrien, moi j'ai une solution, le fonds euro. Le fonds euro, mon comptable m'a dit que ce n'est pas double imposé. » Et c'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne solution. On revient la problématique, c'est qu'on revient à notre conversation sur le cash. Le rendement du fonds euro, c'est 1,8%, taxable. Donc, oui, je ne paye pas de double imposition, mais je perds encore en pouvoir d'achat. Alors, la solution, si on peut passer, merci, c'est quoi? Est-ce que c'est de ne pas faire d'assurance vie? Non, surtout pas. Ce n'est pas mon conseil. Encore une fois, il vous faut cette opportunity bucket. La solution, c'est la cash value life insurance. Ici, aujourd'hui, en tant que résident fiscal américain, que vous soyez en visa, en carte verte ou en double citoyenneté, vous avez cette opportunité de pouvoir avoir de la cash value life insurance, de l'assurance vie américaine. On garde les mêmes avantages que l'assurance vie française, on a même des avantages supplémentaires. Et la beauté, c'est que je le sois aux États-Unis ou en France, eh bien, j'ai une portabilité, j'ai une flexibilité, puisqu'en France, elle est considérée comme de l'assurance vie. Alors, je vais passer la parole à Alexandre pour rentrer un peu plus dans les détails de ce produit et vous expliquer tout ça. Alexandre? Absolument. Donc, c'est vrai que l'assurance vie à l'américaine va en s'attendre davantage. Comme l'a mentionné Adrien, vous avez une opportunité d'être résident fiscal américain aujourd'hui. Vous avez la possibilité de rentrer dedans. Et peu importe où vous serez à l'avenir, que vous restiez ici aux États-Unis pour le reste de votre vie ou que vous rentrez un jour en France ou ailleurs, vous allez garder nombreux des avantages financiers, fiscaux et légaux. C'est une vraie aubaine d'être passé par les États-Unis, même si vous êtes là pour le court terme ou vous pensiez ne pas rester potentiellement longtemps. De passer par les États-Unis, rentrer dans ce type d'instrument va vous permettre d'avoir cet instrument-là et qui va grosso modo, substituer l'assurance vie française. C'est-à-dire que même en cas de retour en France, le besoin de l'assurance vie française est quasiment annihilé parce que vous avez un instrument d'assurance vie américain qui sera bien probablement supérieur ou égal à votre contrat d'assurance vie français. Et pourquoi? Voici à l'écran 12 attributs qui en font de cet instrument d'assurance vie américain un instrument assez indispensable pour une stratégie patrimoniale optimale. Alors, premièrement, il y a une assurance décès qui est attachée à l'instrument. En plus d'avoir une épargne, nous avons une assurance décès en plus attachée, ce qui permet à la fois d'avoir accès à une épargne durant son vivant, mais également, lors du décès, il y aura un montant supplémentaire qui partira à l'époux, l'épouse, la génération future. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a une assurance décès que c'est la plus grande niche fiscale ici aux États-Unis. On va parler des avantages fiscaux. On a une liquidité et un contrôle de ce cash. À l'inverse de l'assurance vie française, où généralement il faut attendre 5 ans, 8 ans pour pouvoir avoir la maximisation de la fiscalité, là, dès la première année, on a une liquidité, on a un contrôle de notre cash. On a une croissance qui est garantie. Il n'y a absolument aucune année négative. C'est garanti d'augmenter pour le reste de notre vie.
On a accès à des dividendes parce qu'on va aller avec des compagnies mutuelles d'assurance ici aux États-Unis. Les dividendes ne sont pas garantis, mais on va aller avec des compagnies mutuelles d'assurance. Il y en a 4 ici aux États-Unis qui ont plus de 160 ans d'existence et ils ont toujours eu des dividendes, même en 1929, guerre mondiale, 2001, 2008. En 2008, c'était encore 7,2% de dividendes. C'est non corrélé au marché financier immobilier. Et au cas où il n'y avait pas de dividendes, donc les dividendes étaient inférieurs à la croissance garantie, vous récupérez au minimum la croissance garantie, qui est de 3% gross garantie en ce moment. On a des avantages fiscaux. Dès que vous déposez $1 dedans, vous n'aurez plus jamais d'imposition à la fois dans l'augmentation de votre contrat, mais également l'utilisation du cash et l'assurance décès attachée. Évidemment, il faudra l'utiliser de manière optimale. Il y a plusieurs manières d'utiliser le cash qui est à l'intérieur. Il y a des manières qui sont potentiellement fiscalisables et d'autres manières qui ne le sont pas. Évidemment, l'idée, c'est de ne pas se tirer une balle dans le pied et de tirer avantage des opportunités que nous avons à disposition. Nous avons des limites élevées de contribution. C'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus. On a de la protection contre d'éventuels créanciers en tant que banqueroute dans la majorité des États. On a un certain nombre d'options que peut ajouter à cet instrument, telles que ce qu'on appelle le waiver of premium ou en cas de soins-dépendance. Donc, par exemple, si on est invalide, on n'a plus la capacité de travailler, donc de potentiellement contribuer à ce type d'instrument, c'est la compagnie d'assurance qui va contribuer pour vous, et également tout ce qui est problématique EHPAD. Un jour, si par exemple on a besoin de maisons médicalisées, notamment ici aux États-Unis, on est entre 11 et 14 000 $ par mois pour quelque chose de correct ici aux États-Unis. L'avantage, c'est qu'on pourrait accéder à l'assurance décès en amont de son décès pour pouvoir payer à ses frais de soins dépendance qui sont très élevés aux États-Unis et qui commencent aussi à augmenter quand même en France, même si c'est bien inférieur. On parle de 3 à 5 000 € en France, mais on peut accéder à cet argent-là, que vous soyez en France ou aux États-Unis, pour ces problématiques-là. Mais pour moi, les 3 choses aussi très intéressantes de l'instrument sont les 3 derniers points. C'est que cet instrument est à la fois collatéralisable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bénéficier de la valeur du contrat pour que de l'argent vous soit mis à disposition, soit par la compagnie d'assurance en elle-même, soit par des banques qui sont extrêmement friandes de ce type d'instrument, puisque de par les garanties d'augmentation de ce contrat, vous mettent à disposition du cash pour en faire ce que vous souhaitez. Et ainsi, on a des options avantageuses de prêt, puisque c'est un autre instrument qui est garanti d'augmenter. Le sous-jacent est garanti, donc vous allez avoir d'énormes avantages en termes de coût d'emprunt, puisqu'ils ont la garantie de revoir leur argent, et des options avantageuses de remboursement de prêts, et notamment ici aux États-Unis, comparé au prêt lombard en France, qui est très limité dans ses possibilités. Ici, on peut ne jamais repayer le prêt, et simplement décéder avec le prêt, et l'assurance décès viendrait repayer le prêt, et ce qui restera de cette assurance décès, qui est toujours supérieure ou égale à ce qu'on a pu emprunter, passerait à la génération future ou à son époux-épouse. Donc, voici les 12 attributs qui fait que l'instrument d'assurance vie américaine est bien supérieure potentiellement à l'assurance vie française, et c'est une vraie aubaine d'être passé par les États-Unis pour pouvoir le mettre en place. Et donc, dans un premier temps, si on mettait l'argent juste dans ce type d'instrument-là, d'assurance vie à l'américaine, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait simplement une gestion passive en autopilote. On a des rendements qui sont attractifs sur les bases de l'année dernière avec des taux d'intérêt bas. On est autour de 3 à 5% net de frais nets d'impôt. Si les taux de la Fed se stabilisent à 4, 4,5, on sera un peu proche des 6,5, 7% de rendement net de frais nets d'impôt. Donc, c'est plutôt attractif. Ça nous permet de faire face à l'inflation sur le long terme. C'est une croissance qui est ininterrompue, exponentielle pour le reste de notre vie. C'est pour ça qu'on appelle ça généralement True Compounded Growth, puisque c'est un instrument qui est garanti d'augmenter. Alexandre, je t'interromps juste une seconde pour répondre on a 2 questions, mais notamment une remarque de quelqu'un qui nous demande est-ce qu'il y a un accès à l'enregistrement. Donc oui, cette conférence est enregistrée, oui, elle sera rediffusée sur le site du Friend District et vous serez prévenu par email, c'est-à-dire que dans nos newsletters, nous allons présenter la rediffusion de cette conférence. Donc celui qui doit partir à 12h30 puisqu'il a une réunion, vous pourrez revoir la suite. Voilà. Absolument. Merci Romain. Et puis, petit aparté également, c'est vrai que vous qui êtes inscrit à ce webinaire ou qui visionnez celui-ci, vous allez pouvoir bénéficier d'une offre exclusive. Donc, on vous enverra un email à l'issue de cela avec le lien pour le replay, mais également une offre de pouvoir commencer une discussion, de faire un bilan sur votre patrimoine. Adrien en jettera peut-être quelques mots à la fin de ce webinaire. Donc, juste pour rappel de ces actifs dits défensifs. Donc, en termes d'actifs défensifs, nous allons avoir vos liquidités à court terme. Et également, on va stack up on top votre US Life Insurance. Et ce sont
les instruments qui sont, eux, garantis d'augmenter, où vous allez garder un haut degré de liquidité, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, déjà parce que ça va être la pierre angulaire de votre stratégie, puisque vous avez ces garanties-là, mais avec la possibilité d'utiliser de manière proactive ces liquidités-là pour pouvoir démultiplier votre stratégie patrimoniale. Et cette épargne que vous générez au quotidien, parce que vous voulez le matin, vous créez de la valeur patrimoniale, et ben, au lieu de la laisser un petit peu mourir ou rester à l'arrêt dans la banque, et ben, on l'active au sein de votre contrat d'assurance vie américain, Cash Value Life Insurance. Et celle-ci va nous générer, c'est 3 à 5%, 4 à 6%, ça va dépendre d'où sont les taux d'intérêt, mais ça va générer du rendement, généralement plus fort que l'inflation sur le long terme, pendant qu'en parallèle, on va pouvoir nantir ce contrat, c'est-à-dire que des banques ou des compagnies d'assurance vont vous dire « Bonjour monsieur, vous avez ce contrat-là, on vous met à disposition un montant qui est égal à la valeur de votre contrat. Imaginez que vous avez 200 000 $ dans votre contrat. On va vous mettre à disposition 200 000 $ sur lequel vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mettre un down payment sur un bien immobilier, investir dans votre propre entreprise ou potentiellement avoir d'autres opportunités d'investissement ou même payer l'éducation des enfants, par exemple. Parce qu'en payant, par exemple, l'éducation des enfants de cette manière-là, votre argent, lui, continue à grandir de manière exponentielle. Vous ne perdez plus ce qu'on appelle le coût d'opportunité ou le time value of money. Imaginez que vous avez mis de l'argent de côté pour les enfants, dans un compte d'investissement, dans un plan 129 ou autre. Le jour où vous allez sortir l'argent et vous allez transférer l'argent à l'université, cet argent-là va sortir de votre patrimoine, il n'aura plus la capacité de compounder, de continuer à grandir. Alors que si vous gardez la valeur de votre épargne au sein de votre patrimoine et que vous utilisez une ligne de crédit pour faire ce paiement-là, vous allez toujours pour le reste de votre vie continuer à compounder et de continuer à faire grandir votre épargne pour le reste de votre vie. Donc, soit pour des dépenses majeures ou de investissement et de ce qu'on appelle de haut degré de vélocité, vous allez pouvoir démultiplier votre stratégie patrimoniale parce que c'est le même dollar qui est déposé dans votre contrat qui va être utilisé une deuxième fois. Et donc, vous avez 2 rendements pour le prix d'un. Vous allez démultiplier votre stratégie patrimoniale. Mais c'est très important d'avoir donc ces actifs défensifs. Pour refaire un point sur cette première partie de notre webinaire, avoir des liquidités pures, 6 à 12 mois de dépenses, et également stacker on top des assurances vie permanentes qui sont ici aux États-Unis où vous n'aurez pas de problématique en cas de retour en France. Évidemment, tout ce que l'on fait avec USA France Financials prend en considération les applications financières, fiscales et légales internationales. Et ce type d'instrument-là va vous permettre de bénéficier de cette opportunité et de garder cette liquidité. Même si vous rentrez en France et vous souhaitez faire un investissement sur un bien en France, vous pourrez faire l'apport de ce bien en France grâce à vos liquidités que vous allez pouvoir avoir ici aux États-Unis ou peu importe dans le monde. C'est l'opportunité qui est là. Et donc, si tu veux, Adrien, passons à la deuxième partie du webinaire qui sont les actifs de croissance et commençons par l'immobilier avant qu'on puisse finir par les actifs plus liés au marché financier et de parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment et comment tirer avantage de cette… Donc les fameux attaquants dans l'équipe de foot de Adrien. Exactement, exactement. Exact. Alors, du coup, au niveau immobilier, on va parler de stratégie. On va parler de comment organiser votre immobilier de rapport. Alors, immobilier de rapport, ça veut dire quoi? C'est simplement l'immobilier, votre parc locatif. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, on voit ici un exemple. J'ai un bien, 650 000 $. De toute façon, c'est classique, je vais vers une banque, je finance 80%. Pour avoir accès à ce financement, je fais un apport de 20%. Et puis après, je trouve un locataire, je mets mon bien en location. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que mon loyer me paye mes traites tous les mois, tous les ans. Et ainsi qu'en ayant investi 130 000 $, 30 ans après, je me retrouve avec 650 000 $ dans la poche si je le souhaite. Alors, ça, c'est super. C'est comme ça que ça fonctionne. On va regarder la fiscalité plus tard. Mais tout de suite, immédiatement, une des problématiques, c'est quoi que je vois ici? C'est que mon apport, il sort de ma poche. Comme Alexandre l'a dit précédemment, admettons que y ait une période d'opportunité. Comment je fais pour récupérer ces 130 000 $? Je suis obligé de vendre le bien immobilier. Est-ce que je vais le faire? Probablement pas. Et puis, si j'avais placé ces 130 000 $ sur un compte qui me rapportait 4% par an, dans 30 ans, j'aurais eu 421 642 $. Si vous allez me dire, Adrien, ouais, merci. Heureusement que je les ai mis dans l'immobilier. Puisqu'au lieu de 421 000, j'ai 650 000. Et la question, elle n'est pas là. La question, elle est de dire, est-ce que je peux faire les deux? Est-ce que je peux garder, acheter mon bien immobilier et garder mes 130 000 $ sur un compte, par exemple, comme de l'assurance vie qu'on a vu tout à l'heure, qui va grandir entre 3 et 4% par an? La réponse, c'est oui, sur le prochain slide. Allons-y. Hop.
Alors, je ne sais pas. Oui, super, merci. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Alexandre en a parlé tout à l'heure. On va utiliser ce qu'on appelle le nantissement. Donc, tout d'abord, on va aller vers la banque, on va financer 80%. Pour avoir ces 80%, la banque va nous demander notre apport. Mais là, plutôt que d'amener du cash, on va dire à la banque, je vous donne une garantie. Je donne une garantie sur mon assurance vie, qui, dans ce cas-là, est de 130 000 $. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonds restent dans mon assurance vie. Ils continuent de grandir à 4%. L'avantage de l'assurance vie américaine par rapport à l'assurance vie française et le crédit lombard, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure, c'est que je ne suis pas obligé de le rembourser pendant mon vivant, si je ne souhaite pas le faire. Je peux très bien le faire, le rembourser pendant 30 ans, ou je peux dire, bon, je finance à 100% et ce sera pris sur ma succession. L'avantage de ce modèle-là, c'est quoi? C'est que non seulement j'ai mon bien immobilier, en plus de ça, j'ai mon apport qui continue de grandir, lui, sur mon assurance vie, dans cet exemple, 4% par an. Combien m'a coûté mon bien immobilier au bout de 30 ans? Bien, si mon loyer a été payé tous les ans, c'est simple, il m'a coûté 0. J'ai simplement utilisé ma capacité à me leverager sur le marché immobilier pleinement sans avoir eu à impacter ma croissance patrimoniale. Alors, attention ici quand même, est-ce que je vais avoir 40%, donc les 421 000 plus les 650 000? Non, attention, on parle de financement à 100%. Qui dit financement, dit forcément taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt sont variables à l'heure actuelle, pour vous donner un ordre d'idée. Un taux d'intérêt pour un prêt aux États-Unis à 80%, on est sur à peu près entre 7 et 8%. Sur la partie nantissement, on serait compétitif, on serait inférieur, on serait à 5%. Alors ici, j'ai souvent la question, super Adrien, mais du coup, est-ce que je peux financer 100% de mon bien immobilier avec mon assurance vie comme les taux sont meilleurs? La réponse, c'est oui, mais il faut avoir les 650 000 $ sur son assurance vie. Donc, de façon plus classique, partons du principe qu'on finance l'apport et que derrière, le reste est financé de façon classique. De combien est-ce que je suis profitable au bout de 30 ans? Eh bien, c'est le chiffre qu'on voit tout en bas. Eh bien, je suis profitable de plus 27%. Donc, on voit très important lorsque je fais un achat immobilier, essayer d'aller me leverager au maximum. Comment est-ce que je fais? Je finance de façon classique 80% de mon crédit et via le levier que je peux avoir sur l'assurance vie, je finance mon apport, ce qui m'évite de sortir mon argent et donc de gagner plus 27%. Voilà pour la partie structure. Pour la partie financement, deuxième point très important sur l'immobilier, c'est la fiscalité. La fiscalité, j'aime bien cette expression, c'est ce qui va faire en sorte que vous ayez le sourire chaque année quand vous regardez les rendements de votre bien immobilier ou inversement, vous vous dites, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, quand on parle fiscalité, il y a une première notion qu'il faut comprendre, c'est le revenu imposable. Le revenu imposable n'est pas égal forcément à vos loyers. Pourquoi? Parce qu'il est égal au loyer moins vos déductions fiscales. On imagine bien ici qu'il va falloir aller optimiser les déductions fiscales. Côté américain, on a une chance incroyable, c'est qu'on a ce qu'on appelle la depreciation. Ici aux États-Unis, c'est un gros avantage fiscal. En gros, je prends la valeur de mon bien immobilier plus les closing costs, je divise ça par 27,5 et ça me donne un montant, une déduction qui va venir se cumuler à mes frais affiliés à la location, à mes intérêts d'emprunt et comme on le voit ici, qui va venir se mettre en face de mes revenus imposables. L'objectif, c'est qu'en cumulant ma dépréciation, mes frais et mes intérêts d'emprunt, je limite le revenu que je vais déclarer aux impôts, mon revenu imposable sur lequel sera prélevé mon impôt. Alors, c'est important aux États-Unis, c'est encore plus important en France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas résident fiscal français, je suis soumis au taux des non-résidents. On parle de quoi? On parle de 37,2% en cumulant l'impôt sur le revenu et les contributions sociales à 47,2% worst case scénario. Alors que ce soit 37,2 ou 47,2, c'est punitif comme taux d'imposition. Donc là, il va falloir vraiment aller cumuler mes déductions pour, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir le sourire en fin d'année lorsque je vois le rendement de mon bien. En France, alors il n'y a pas, en tant que résident fiscaux américain, malheureusement, il n'y a pas 100 solutions. La solution, c'est le meublé. Pourquoi le meublé? Parce que le meublé va vous permettre d'avoir la dépréciation
dont je parlais tout à l'heure du côté américain. Donc, que je sois aux États-Unis ou en France, j'ai cette possibilité d'avoir ma dépréciation et d'aller maximiser mes déductions fiscales. Et la beauté, c'est qu'en plus, j'ai une cohérence fiscale entre la France et les États-Unis. Donc, lorsque je fais ma déclaration d'impôt, c'est beaucoup plus simple. L'immobilier, donc très bon actif de croissance. Lorsque je fais de l'investissement immobilier, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que je vais aller me leverager au maximum. Je vais prendre mes 80% et je vais aller financer 100% de mon bien. Et deuxième point important, au niveau de la fiscalité, je vais tirer profit de tout ce qui est à ma disposition. Et si je mets en place ces deux points, eh bien, à la fin de l'année, j'aurai le sourire. Et dans 30 ans, j'aurai eu un bien immobilier qui m'aura coûté 0. Voilà pour la partie immobilière. Et je passe sans plus attendre à Alexandre qui va nous parler de la partie financière. Ok, merci Adrien. Passons au marché financier. Et déjà, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers. Pas mal de volatilité en ce moment. Comment réduire les risques au sein de votre portefeuille et enfin, comment être proactif dans cette période-là. Donc, en ce moment, si on regarde un petit peu ce qui se passe, les indicateurs que nous suivons une vingtaine d'indicateurs en permanence. Il n'y en a aucun en vert. Quand on regarde, par exemple, 2019, des années sur lesquelles il y avait vraiment une croissance exponentielle continue, on était beaucoup dans le vert, aucun facteur dans le rouge. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent en ce moment, notamment ce qui se passe, et je pense que les marchés financiers n'ont jamais été aussi liés aux annonces de la Fed et de leurs directives. Et donc, les taux d'intérêt ont augmenté drastiquement aux États-Unis notamment et dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que après avoir créé de l'inflation artificielle en injectant près de 40% d'impression d'argent jamais imprimée dans l'histoire des États-Unis dans les 3 dernières années, ça crée évidemment une inflation artificielle qui fait augmenter évidemment les revenus, mais également les valorisations de certains actifs tels que l'immobilier, le marché financier, les commodités, etc. Tout a augmenté. Et donc, pour relâcher un petit peu cette pression de cette inflation galopante, eh ben, un des outils de la Banque centrale américaine, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Et à ce titre, les marchés financiers acceptent cela d'une certaine manière en baissant justement la valorisation des positions. Et ce qu'essaye de faire la Banque centrale américaine, c'est de créer ce qu'on appelle un soft landing. C'est-à-dire, en effet, nous allons pouvoir très probablement voir une récession, potentiellement également une augmentation du chômage. Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'il faut savoir que des mauvaises nouvelles économiques influenceraient la Fed, la Banque centrale américaine, à arrêter l'augmentation des taux d'intérêt, voire de les stopper, voire même de les baisser plus tôt que plus tard. Et lorsque les taux d'intérêt baissent, ça va permettre de booster le marché à la hausse. Donc, les mauvaises nouvelles économiques à l'heure actuelle sont bénéficiaires pour le marché, ce qui est un petit peu antinomique, mais c'est une bonne chose pour les marchés. Mettons un petit peu les choses en perspective. 7 des 9 dernières récessions aux États-Unis ont duré entre 18 et 24 mois, et le plus bas des marchés financiers, 7 fois sur 9, était au milieu de la récession. Ça fait maintenant, depuis le 1er janvier 2022 qu'on y est, ça ferait près de 14 mois qu'on y est. Historiquement parlant, est-ce qu'on est au plus bas ? L'avenir nous le dira. Mais on va espérer, en tout cas, que la Fed ne crée pas ce qu'on appelle un hard landing, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un crash des marchés, puisque là, ça aurait été vraiment une erreur de politique monétaire absolument monstrueuse, parce que dans ce cas-là, ils auraient dû laisser crasher l'économie il y a 3 ans, durant le Covid, d'arrêter l'économie, de laisser des compagnies faire banqueroute, au lieu de créer un effet de levier énorme avec la gestion de liquidité et de créer un crash 3 ans plus tard avec effet de levier de par l'augmentation des taux d'intérêt pour contrer l'inflation qu'ils ont créée eux-mêmes. Ce serait complètement fou. Donc, on va espérer qu'avec tous les outils que la Banque centrale américaine a, de pouvoir contrecarrer cette problématique. On a vu on dit toujours que la Fed va augmenter les taux jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui casse. On l'a vu, il y a des banques qui ont été en difficulté, SVB, First Republic, Signature Bank, qui ont été en difficulté. Et donc, ils ont pris un certain nombre de mesures pour que ces types de difficultés que ces banques n'arrivent pas à l'avenir. Notamment, ces banques ont la possibilité maintenant de faire des prêts directement avec la Banque centrale américaine pour 1 an à hauteur de leur propre portefeuille d'obligations, au lieu de se baser sur les obligations du moment, puisque si c'est le cas, eh bien évidemment, les obligations qu'ils ont prises il y a 1 an ou 2 ans à 1,5% sur 10 ans,
sont évidemment s'ils ont besoin de vendre à l'heure actuelle, ils vendent à perte puisque le risk-free rate est proche de 5%. Donc, pour éviter cela, ils peuvent emprunter sur la base de leur propre portefeuille obligataire. Et ça éviterait justement un endiguement de cette problématique de banque et du système financier en lui-même. Donc, on espère que ça va tenir. En effet, je pense que c'est une des priorités maintenant pour la Fed. Donc, c'est un petit peu l'espoir également des analystes. Hein. Et dans ce cas-là, on attendra petit à petit. On s'attend à pas mal de volatilité à court terme, mais dès que les taux d'intérêt vont baisser, ce sera probablement une très belle opportunité de tirer avantage de l'augmentation des marchés. Et généralement, quand il y a un rebond, il s'agit de ne pas rater les 8 premiers mois de l'augmentation. Donc, il y a plusieurs manières, et on va voir ça ensemble, de se positionner, de tirer avantage de ce qui se passe en ce moment et d'être en position de force. Donc, première question, en tout cas, après avoir vu ce qui se passe, c'est comment réduire déjà le risque, mais également être en position de force pour tirer avantage d'opportunités. Il y a 4 stratégies à tirer avantage. Premièrement, c'est d'avoir une stratégie réfléchie, d'éviter au maximum les travers comportementaux, éviter l'euphorie ou la peur dans la prise de décision patrimoniale. Il s'agit d'être le plus rationnel possible. Deuxièmement, c'est d'avoir une stratégie holistique en lien avec vos investissements, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre en considération la stratégie globale, d'avoir une diversification et d'être positionné de manière optimale pour gérer le risque. Troisièmement, c'est de créer un haut degré de vélocité. Notamment, on l'a vu avec l'assurance vie américaine, on va pouvoir utiliser son argent 2 fois. Et si on a 2 rendements pour le prix d'un, on n'est pas forcément obligé d'être agressif. On peut être totalement conservateur. Comme on a 2 rendements pour le prix d'un, on peut être vraiment proche de sa tolérance, voire même de sa capacité à prendre du risque. Et dernièrement, d'utiliser des instruments financiers ici, notamment aux États-Unis. On va parler de capital annuities, income annuities, structured notes, des instruments qui vont pouvoir jouer un rôle clé complémentaire au portefeuille d'investissement. On va voir qu'il y a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients à ce type d'instrument-là, mais quand ils sont utilisés au sein d'une stratégie, c'est vraiment vital pour être au plus proche de sa tolérance et de maximiser le rendement derrière. Donc, commençons par le point A. Donc, il s'agit d'avoir une stratégie qui est liée à une gestion de prise de décision avisée, avérée. Comme vous voyez sur le graphique à droite, le marché a généré près de 14% en 2016, alors que l'investisseur moyen n'a généré que 5,5%. C'est à long terme la prise de décision émotionnelle qui explique la grosse différence. Et à ce titre, il s'agit de pouvoir être d'autant plus avisé, avéré dans cette prise de décision et ainsi de se rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir nous donner sur le long terme. Deuxièmement, c'est de pouvoir diversifier son portefeuille. Généralement, c'est 4 à 6 classes d'actifs sur lesquelles on va pouvoir se diversifier. Certaines classes d'actifs remportent la palme certaines années ou la perte d'autres. Et donc, d'avoir un portefeuille diversifié nous permet de pouvoir lisser le risque et de pouvoir maximiser le rendement sur le long terme. On l'a vu avant, on va essayer de créer un haut degré de vélocité parce que pour nous, il n'y a que 2 manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Premièrement, c'est ce que j'appelle ownership. C'est-à-dire qu'on détient sa propre entreprise ou on détient des parts d'une entreprise sur le marché privé ou public, telles que les actions sur le marché financier. Et deuxièmement, c'est l'immobilier. Et Adrien l'a bien rappelé, et la majorité des rendements, évidemment, dans l'immobilier, c'est le leverage et c'est la fiscalité. Donc, se positionner, faire travailler l'argent de quelqu'un d'autre pour le bénéfice de notre patrimoine est vraiment clé. Et c'est là où on va pouvoir générer du rendement sur le long terme. Mais il y a des hauts et il y a des bas, et c'est pour ça que les actifs défensifs sont très importants. En effet, si on regarde sur le long terme le rendement d'un actif défensif comparé à un actif de croissance, il y a une grosse différence. Mais on va voir ensemble dans le point suivant que c'est la combinaison de ces 2 classes d'actifs qui fait qu'on va pouvoir vraiment être en position de force. Et on va essayer de créer cet haut degré de vélocité, et on l'a vu avant, voilà comment on va pouvoir le faire. C'est en ayant, par exemple, je prends l'exemple de Elon Musk. On peut aimer ou pas aimer le personnage, mais pourquoi est-ce qu'il a pu acheter Twitter? C'est parce qu'il détient 20% de l'action Tesla, qui a une valorisation, disons, de $1 trillion, donc 200 milliards, et serait estimé sa valeur. Il y a des banques qui vont mettre à disposition 40 milliards de dollars sur la base du fait que s'il ne repaye pas, il prendrait les actions Tesla. Et donc, il va générer d'avoir des liquidités mises à disposition tax-free pour pouvoir faire l'investissement dans une autre classe d'actifs. L'avantage de cette assurance vie permanente américaine, c'est qu'elle est garantie d'augmenter. L'action Tesla, demain, elle peut valoir 0 si l'action fait banqueroute. Là, celle-ci est garantie d'augmenter, donc vous ne prenez le risque que sur l'investissement final et non pas sur le sous-jacent. Et ça vous permet d'être beaucoup plus en contrôle de vos finances et d'avoir de rendement pour le prix d'un. Je vous incite vraiment à créer un système de cash flow qui est bien plus optimisé pour que vous n'ayez pas le besoin d'aller chercher le rendement pour le succès financier de votre stratégie. Si vous êtes organisé de manière optimale, la stratégie fait le boulot pour vous.
Et puis dernièrement, en tout cas pour ce point numéro 3, c'est comment être stratégique et être proactif. Et c'est pour ça qu'il s'agit de mettre en place une stratégie à deux vitesses. Et c'est là où je vais mettre en exergue le fait qu'il faut avoir des actifs à la fois défensifs et de croissance. Donc il s'agit à la fois d'avoir cette première vitesse, on l'a vu ensemble, qui va être liée à la fois au marché financier immobilier, sur les deux manières de créer la valeur patrimoniale exponentielle. L'objectif minimum de rendement à long terme, c'est 7 à 8%. Si on ne souhaite pas générer du 7 à 8% sur ces actifs-là, ne prenez même pas la peine de faire cela. Gardez l'argent dans un CELIS à quelques mois, il vous génère du 5% de rendement et FDIC insured jusqu'à 250 000 $ par personne, and you're good to go. Et quand on veut aller sur le marché financier immobilier, on va essayer de générer un peu plus de rendement. On va aller chercher cette croissance. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai mis des hauts et des bas. Ça fait maintenant 35 ans qu'on est dans ce qu'on appelle le new normal. On est dans une économie d'expansion, crash, et ainsi de suite. Et encore une fois, il faut absolument comprendre qu'au niveau de la stratégie patrimoniale, je ne parle que de la stratégie patrimoniale, qui est sur lesquelles vous en êtes maître. Parce que les implications d'un crash financier sont énormes d'un point de vue sociétal, il y aura des famines à travers le monde, etc. Ça va être dramatique. Mais au niveau de votre stratégie patrimoniale à vous, au niveau de votre responsabilité pour votre foyer, il s'agit d'être en position de force, quoi qu'il arrive, que les implications externes à votre planification financière n'impactent pas votre succès financier. Et pour ce faire, il s'agit d'être proactif, il s'agit d'être prêt. Et ainsi, un crash du marché financier n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est simplement une nouvelle. Et c'est pour ça que la stratégie, avec cette deuxième vitesse, ces actifs défensifs, vont nous permettre d'avoir les liquidités disponibles pour pouvoir tirer avantage d'opportunités quand elles arrivent. Avoir du cash à la banque, mais pas plus de 6 à 12 mois. Et ainsi, votre cash value life insurance avec cette liquidité qui vous permet de tirer avantage d'opportunités quand elles arrivent. Quand il y a un crash du marché financier, les actifs ont une valorisation beaucoup moins intéressante et donc elle est plus intéressante pour un investisseur. Maintenant, je prends juste un exemple, ce n'est pas une recommandation, mais Amazon trade quasiment à 50% de sa valeur il y a un an. Il vaut mieux acheter Amazon aujourd'hui qu'il y a un an. Si on n'a pas les liquidités pour pouvoir le faire, si pour notre clientèle texane, je prends généralement l'exemple du gun qui est chargé, prêt à être dégainé, il s'agit d'être prêt pour pouvoir tirer avantage de cette opportunité de marché. Et généralement, quand on va tirer avantage de cette opportunité, pour optimiser la stratégie, il s'agit d'investir au plus bas des marchés. Mais si vous me posez la question, Alexandre, quand est-ce qu'on est au plus bas du marché pour optimiser cela? La réponse à cette question, c'est j'en ai aucune idée. Je n'en sais rien, vous n'en savez rien, personne n'en sait rien. Si on les marchés auraient déjà pricé cela, il serait déjà en augmentation. Mais nous, en tant que conseiller financier, comme je vous ai montré, on suit une vingtaine d'indicateurs. Quand on est en forte volatilité à la baisse, on se focalise sur 7 et également des indicateurs conjoncturels. Les 4 indicateurs conjoncturels à l'heure actuelle que nous suivons, c'est la supply chain internationale, avec un œil notamment sur ce qui se passe à Taïwan en ce moment, puisque c'est vraiment le centre mondial de tout ce qui est microprocesseurs. Deuxièmement, c'est la guerre en Ukraine. Troisièmement, c'est la manière dans laquelle les pays vont encore à l'heure actuelle faire face aux problématiques de coronavirus. Et quatrièmement, l'inflation, et notamment l'inflation aux États-Unis et la capacité de la Fed à tacler cette problématique. Parce que si la problématique de l'inflation est taclée aux États-Unis et que justement on se retrouve en récession et également une augmentation du chômage, ça influencera les banques centrales mondiales à commencer à baisser les taux. Et qui dit baisse des taux dit augmentation des marchés. Et c'est surtout généralement les 8 premiers mois sur lesquels il s'agit d'être positionné pour tirer avantage de la maximisation de l'augmentation des marchés. Et pour ce faire, pour enlever ce guesswork et d'avoir une stratégie avisée, avérée, c'est à ce moment-là précis. Imaginez qu'on est à 150 000 $ ici et qu'on souhaite placer 100 000 $. Et ben on ne va pas mettre 100 000 $ d'un coup, on va mettre 10 000 $ par mois sur les 10 prochains mois, au tout début que ces indicateurs commencent à tourner. Et c'est là où la valeur ajoutée du SA France Financial a un impact sur notre clientèle, c'est que on vous appelle de manière proactive pour prendre des décisions avisées, avérées, absolument non émotionnelles, pour pouvoir se positionner et ainsi de tirer avantage de cette anomalie de marché et de pouvoir être sur la hausse. Et ainsi, avec un rendement ici de 7 à 8% et ici par exemple de 3 à 5%, comme on va tirer avantage des rebonds ici, on va pouvoir booster le rendement, prendre moins de risques. C'est exactement ce que l'on recherche et on sera toujours, et pour le reste de notre vie, de maintenant au reste de notre vie, toujours en position de force. Les implications externes à la planification financière ne mettent pas à mal votre succès financier à vous et votre famille. On va utiliser également des instruments. Je vais mettre en exergue
notamment deux types, les capital annuity et les income annuity. Ces instruments dits de retraite, généralement, quand vous avez un 401k ou un 403b et que vous partez de votre employeur, vous avez la possibilité de le transférer vers un individual retirement account, un instrument de retraite individuelle qui vous ouvre les opportunités patrimoniales d'investissement. Et on va généralement y positionner soit des capital annuity avec income rider, quand on arrive à un certain âge, ou capital annuity classique, ou des income annuity à terme. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Également, les capital annuities se rapprochent beaucoup de ce qu'on appelle les gross structured notes, où l'idée, c'est de pouvoir avoir de la protection à la baisse et de booster de rendement à la hausse. Donc, je vais vous montrer déjà comment un de ces actifs fonctionne à l'heure actuelle. Donc, par exemple, imaginez que vous aviez un 401k d'un ancien employeur, vous êtes parti vers un autre employeur, vous le transférez vers un IRA, un individual retirement account, et vous placez un capital annuity à l'intérieur. Imaginez que cette valeur est de 100 000 $. Vous le positionnez à l'intérieur de votre IRA et vous placez cet argent dans un capital annuity. On va pouvoir être placé sur le marché américain à hauteur de 100%, si on le souhaite, 100% sur le marché américain, peu importe notre tolérance au risque, parce que cette fois-ci, on va pouvoir avoir de la protection à la baisse. Donc, c'est un contrat qui dure 6 années. Donc, à l'issue des 6 ans, il va falloir repartir sur un nouveau contrat. Ça dure 6 années. Donc, généralement, c'est pour ça que c'est un très bon fit pour les instruments de retraite, parce qu'on est investi sur le long terme. Si le marché est en baisse, on va avoir un niveau de protection qu'on peut choisir dès le départ. Ça peut être du moins 10, moins 20, moins 30, voire même 100% de protection. Je vais prendre l'exemple de moins 10%. À l'issue des 6 ans, si le marché a perdu 5, on n'a rien perdu. S'il a perdu 8, on n'a rien perdu. S'il a perdu 12, on n'a perdu que 2. S'il a perdu 20, on a perdu 10. Les premiers 10% seraient protégés en cas de perte. À l'inverse, si le marché est en hausse, on va avoir 100% de participation pour les premiers 20%. C'est-à-dire que si à l'issue des 6 ans, le marché a pris 18, on prendra 18. Mais si le marché a pris plus de 20%, on va avoir 105% de participation. On va avoir un coefficient multiplicateur à la hausse. Donc, si le marché prend, par exemple, 105%, on aura, je vais prendre 125%, on aura pris 20% pour les premiers 20%, et sur les 100% suivants, on prendra 105%, et ainsi de suite. Et les frais associés à ce type d'instrument-là sont de 0%. Il n'y a aucun frais. Donc, ce type d'instrument vous permet de réduire les frais, booster les rendements et prendre moins de risques, tout en ayant l'agressivité d'aller chercher ce rendement sur les marchés financiers, notamment le marché américain. On peut avoir le QQQ, on peut avoir le Nasdaq, etc. Il y a d'autres possibilités. C'est ce qu'on appelle aussi les structured notes, qui sont également un instrument séparé de cela. On les utilise généralement pour ce qu'on appelle le non-qualified money, c'est-à-dire votre argent que vous avez à la banque ou dans un portefeuille d'investissement. On va avoir un portefeuille d'investissement qui est diversifié, comme on l'a vu avant. Et on va également utiliser les structured notes pour une partie de celle-ci qui sera très similaire à cela. On aura 0 frais, protection à la baisse, booster dans la hausse. Et là, on peut avoir des choses telles que du x2 sur le Nasdaq, etc. Et également, on a ce qu'on appelle les income notes. Quand on commence à avoir un certain âge et qu'on souhaite maintenant générer des revenus garantis pour le reste de notre vie, on va pouvoir utiliser justement ces instruments de retraite, les 401k qu'on transfère à un IRA, et on peut utiliser des income notes. Alors, si par exemple, on avait 55 ans et qu'on positionne 100 000 $ dans Variable Income Annuity, et 10 ans plus tard, on a certaines compagnies qui vont nous garantir par exemple du x2 en 10 ans. Donc, ces 100 000 $ vont transformer en 200 000 $ pour le bénéfice d'avoir un revenu garanti pour le reste de notre vie. Les taux actuels pour quelqu'un de 65 ans sont de 6%. Donc, 6% de cette base garantie, ça nous ferait donc 12 000 $ par an et donc 1 000 $ par mois. Mais l'avantage également de cela, c'est que cet argent est investi sur les marchés financiers. Et si le marché se porte bien et qu'on arrive à 400 000 $, on prendra 400 000 $ en considération. Mais si le marché ne se porte pas bien et qu'on est en dessous de ces 200 000 $, on prendra 200 000 $ en considération, donc ce sera le worst case scénario. Donc ça nous permet d'avoir l'upside potentiel des marchés, d'avoir un minimum garanti de rendement pour la base de ces revenus garantis pour le reste de notre vie. Évidemment, si on avait 400 000, ce serait x2, on aurait du 24 000 $ par an, 2 000 $ par mois. Mais au minimum, si on positionne 100 000 $ aujourd'hui et qu'on est capable d'attendre 10 ans, au minimum, on aurait 1 000 $ par mois pour le reste de notre vie, mais ça peut être mieux que ça. Et on a des avantages fiscaux également. Si c'était de l'argent qui était ce qu'on appelle non-qualified, qui est à la banque, pendant toute la phase d'accumulation, il n'y a pas d'impôt à payer. Le jour où on récupérera cet argent-là, une partie sera considérée comme le capital investi et une partie comme les intérêts. Et ça va être étalé sur notre espérance de vie. Pour un homme de 65 ans, l'espérance de vie est de 83 ans. Donc, on va payer sur chaque chèque de 12 000 $, il y aura peut-être qu'une partie sur laquelle on va payer des intérêts. L'autre sera considéré comme un retour sur investissement. Et donc, il n'y a pas de fiscalité sur cette partie-là. À partir de 83 ans, c'est la totalité du chèque qui est considéré comme des intérêts. Et là, on paiera des intérêts
sur la totalité du chèque que l'on aurait, mais on aura déféré l'impact fiscal pendant une très longue période de temps, et le jour où on doit s'acquitter de l'impôt, on pourra étaler cela pendant une très longue période de temps, d'où l'avantage fiscal. Voilà pour les instruments à notre disposition. Je ne passe pas trop de temps sur les structure notes, puisqu'il existe des gross notes et income notes. Mais voilà ce que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, on a vu ensemble, pour récapituler, à la fois, il s'agit d'avoir des actifs défensifs et également de croissance. Et c'est la combinaison stratégique à la fois en termes de pourcentage dans les classes d'actifs, mais également l'utilisation proactive durant votre phase d'accumulation qui fait qu'on va être en position de force. On n'a pas abordé l'aspect retraite accoutumé du terme parce que, évidemment, c'est des choses qu'on aborde très majoritairement sur French District notamment, dans d'autres webinaires, et on va pouvoir l'aborder en cas par cas si vous le souhaitez. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Adrien juste pour conclure ce webinaire avant qu'on puisse parler, prendre vos questions. Très bien. Merci Alexandre. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Aujourd'hui, on a vu ensemble beaucoup de choses. Une stratégie patrimoniale, elle est composée de 5 classes d'actifs. Que ces 5 classes d'actifs, il est très important pour vous de les avoir au sein de votre patrimoine. Par contre, ce dont on a parlé, c'est que l'allocation au sein de ces 5 classes d'actifs, elle est personnelle. Elle dépend de votre capacité à prendre du risque, de votre timeline jusqu'à la retraite. Elle dépend de beaucoup de choses. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce qu'on offre aux personnes qui ont suivi ce webinaire, que ce soit en personne ou en replay, c'est la possibilité de voir, entre guillemets, tout ce qui a été présenté dans cette conférence, mais de façon personnalisée, avec vos chiffres. Donc, faire un bilan patrimonial avancé et vous présenter nos recommandations basées là-dessus. Le bilan patrimonial avancé, c'est généralement ce qui est réservé à notre clientèle, je dirais, la plus fortunée. Aujourd'hui, peu importe votre niveau de patrimoine, vous avez accès à cela. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est offert, mais qui normalement a un coût entre 1 500 et 2 500 $. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de cette opportunité. Vous pouvez utiliser le QR code qui est là pour prendre rendez-vous et on enverra également un email de suivi avec un lien calendrier pour réserver un créneau. Super. Merci beaucoup. Merci Alexandre et Adrien. Est-ce que, Alexandre, je te propose de répondre aux questions. Il y en a certaines qui sont assez rapides. Est-ce que tu es d'accord, Adrien aussi? Absolument, avec grand plaisir. Alors, la première question, réponse assez rapide, question de Albert. Est-ce que le checking account aux États-Unis génère des intérêts? Et si oui, quelle banque offre les meilleurs taux? Alors, la réponse est certaines banques le font, pas toutes. Ça change quasiment tous les jours pour cette réponse-là. Voilà. Il y a des sites internet qui sont spécialisés là-dedans. Je crois que par exemple Bankrate ou voilà, il y a juste à googler en fait. Mais c'est pas avec ça, c'est pas avec ça qu'on va avoir un revenu passif qui va permettre d'en vendre. Ah, ça c'est certain. Mais c'est vrai que si vous souhaitez aussi booster un petit peu les rendements, ce ne serait pas forcément sur le checking. Mais en effet, il y a des banques qui rémunèrent le checking. Sinon, vous pouvez mettre en place un high yield saving account où vous gardez un certain nombre de liquidités. Les taux sont proches des 4-5%. Et si on veut toucher un petit peu plus, 5 plus, on est autour des 5 en ce moment sur les CDs à 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 12 mois. Et on a une certaine garantie FDIC insured. Bon, c'est plutôt intéressant. Donc, ça, c'est vraiment pour les liquidités à court terme. Très bonne question. Une question de Patricia. Au niveau fiscal, la transmission de l'assurance vie française aux ayants droit semble soumise aux taxes habituelles sur l'héritage. Est-ce correct? Alors, je ne sais pas si tu peux répondre directement en live. Oui, je vais répondre et Adrien, si je veux complémenter avec plaisir. Parlons de la fiscalité de la succession en France. On va faire le cas basique de la succession qui passe des parents aux enfants, puisqu'en effet, c'est illimité entre époux et épouse. Donc, imaginez que vous ayez des biens en France, financiers, immobiliers. Vous allez passer dans la succession classique et donc il y a 100 000 € d'exemption par enfant. Et puis après, vous allez payer de la fiscalité entre 5 et 45%. C'est graduel. Plus vous allez passer du patrimoine et plus la fiscalité sera élevée et marginale. Vous pouvez également passer de la succession qu'on appelle sui generis, donc c'est-à-dire que c'est en dehors de la succession à travers des contrats d'assurance vie et rentre dans les contrats d'assurance vie l'ensemble de vos contrats d'assurance vie mondiaux, notamment français. Et là, vous pouvez laisser les premiers 152 000 € qui sont exemptés d'impôt par enfant, puis vous aurez une fiscalité de 20% jusqu'à 700 000 €, et puis après, elle serait de 31,25 au-delà de 700 000 € par enfant.
Et ben, donc, si vous avez un contrat d'assurance vie français et que c'est le cas, ou que vos parents ont un contrat qui étaient amenés à décéder et que ce contrat arrive, ce serait la fiscalité. Si vous étiez amené à mettre en place ce contrat d'assurance vie américain en place durant votre vivant et qu'un jour vous rentrez en France, eh ben, il y a un certain nombre d'avantages que vous allez garder. Et notamment, si vous étiez donc amené à décéder maintenant sur le sol français et que votre succession se fera à la fois du côté américain et du côté français, la fiscalité des contrats d'assurance vie américains, elle, est income tax free ici aux États-Unis, mais elle aurait une certaine aussi fiscalité du côté français parce que l'ensemble de vos contrats d'assurance vie, à la fois français et étrangers, rentreront dans le cadre sui generis de la succession. Et donc, vous aurez en fait lors de la succession pour votre contrat d'assurance vie américain une différence entre votre cash value, l'épargne à l'intérieur de votre contrat, et l'assurance décès qui est attachée au-delà. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a 2 enfants, qui a 500 000 $ de cash value disponible durant son vivant, mais la personne maintenant décède, et il y a une assurance décès totale de 1,5 million de dollars. Donc, lors du décès, il y aurait 1,5 million de dollars qui vont passer aux 2 enfants. Mais ce que le fisc français va dire, il va dire que la cash value, l'épargne, elle, va rentrer dans le cadre des contrats d'assurance vie français. Donc 152 000 € va être exempté par enfant. Donc ça ferait après, grosso modo, 300 000 €. Il y aura 200 000 € qui sera taxable à 20%, donc 40 000 €. Et j'assume 1 pour 1 en termes de parité. On est à 1,1, mais grosso modo. Et donc il y aura 40 000 € à payer, 20 000 € par enfant. Et la différence entre l'épargne et l'assurance décès, donc 1,5 million moins 500 000, le million de dollars de différence, elle passe de manière défiscalisée parce que c'est considéré comme l'assurance décès pure, à la fois aux États-Unis et en France. Et donc, à ce titre, vous allez pouvoir laisser 1,5 million de dollars aux enfants et ils auront payé 40 000 € d'impôts. Donc, ça fait quand même une belle opportunité de garder ce type d'instrument-là. Alors que si maintenant vous détenez également de l'assurance vie française, ça va être redondant dans sa fiscalité. Et donc, si on a l'assurance vie américaine, pourquoi pas transférer, ou en tout cas le montant de la valeur des contrats d'assurance vie français. Si vous le mettez d'autant plus dans les contrats d'assurance vie américains, ça créera d'autant plus de leverage d'assurance décès, puisque vous avez plus qu'1 dollar lors du décès. Puisque si maintenant vous mettez 200 000 $ dans un contrat d'assurance vie américain, vous aurez peut-être, il y a un coefficient de multiplicateur à la hausse. Quand on est jeune, c'est quasiment x5. Quand on est un peu plus âgé, ça peut être 1,5, 2 fois le montant qu'on a contribué. Donc, si on met 200 000 $ d'un coup dans un contrat d'assurance vie, ça augmenterait de 400 000 $ l'assurance décès. Donc, ça annihilerait vraiment le besoin de l'assurance vie française. C'est une vraie opportunité de mettre en place cela quand on est aux États-Unis. Super, merci. Une question rapide d'un utilisateur, enfin d'un spectateur. Est-ce que l'on peut se faire financer aux États-Unis en n'ayant pas les documents, c'est-à-dire le numéro, le SSN, le Social Security Number? J'imagine se faire financer pour dans le cadre d'un investissement immobilier. J'imagine que c'est la question. Alors, à travers USA Financials, donc pour nous, ce ne sera pas une possibilité. On fait également du mortgage pour notre clientèle qui a un certain nombre de montants d'actifs avec nous. Mais je pense qu'il y a des banques telles que Oui, il y a HSBC des banques. autres qui font ça. Donc, L'apport est un peu plus élevé, forcément. Les conditions, voilà, toutes les banques ne le font pas. Et voilà. Voilà, vous serez titré généralement un TIN number qui est un numéro en tant qu'expatrié et vous pouvez en effet vous faire financer ici aux États-Unis. Je pense que le French District a quelques contacts de ce côté-là. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de French District dans la catégorie finance et vous trouverez probablement des brokers en mortgage ici aux États-Unis. Exactement. Y a-t-il un document disponible qui contient tous les slides? Bon, si possible en anglais, nous demande Georges. Alors, la réponse c'est de prendre rendez-vous avec vous. Non? Exactement, la réponse est non. Genre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, on parle anglais. Hein. Je suis devenu américain moi-même. On parle anglais aussi couramment que français, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et si vous souhaitez inclure époux, épouse et que cette personne ne parle pas français, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, ce sera avec plaisir. Patricia te remercie pour la réponse que tu lui as donnée. Je t'en prie, Patricia, c'était le but aussi de ce webinaire. Nancy nous dit qu'elle aimerait prendre rendez-vous pour une analyse rapide de son patrimoine. Justement, c'est aussi une de vos offres, c'est ce dont a parlé Adrien. Et je vous rappelle, alors vous pouvez ou scanner avec votre téléphone en mode photo le petit QR code qui va apparaître là, ou tout simplement attendre
un jour ou deux, peut-être que vous allez recevoir un email si vous êtes inscrit à ce webinaire et que vous y avez assisté. Et dans ce webinaire, on va vous proposer, comme vous l'a dit Adrien, de vous inscrire dans un calendrier. Voilà, le QR code apparaît à l'écran. Vous pouvez le scanner avec le mode photo de votre téléphone. Et sinon, vous attendez l'email que vous allez recevoir très bientôt qui vous permettra de vous inscrire pour un rendez-vous. Un rendez-vous qui est, je vous rappelle à tous, gratuit. Et un rendez-vous en plus avec un service plus, puisque est gratuit aussi grâce à l'offre spéciale du jour. Ensuite, on a une avant-dernière question, un rendement de 5 à 7% avec une inflation à 6, je ne la parais pas très performante. Ok, faire. Donc, en effet, c'est le cas. Par exemple, si la remarque est liée au contrat d'assurance vie américain, c'est exactement l'objectif. L'objectif, c'est de faire face à l'inflation. Ce n'est pas de battre. Ça dépend du risque, hein, voilà. Exactement. Ça, c'est un instrument qui est garanti d'augmenter. C'est pas l'objectif ici, c'est pas générer du 40% quand l'inflation est à 7. C'est pas du tout le cas. Par exemple, fin des années 80, l'inflation était à 13, on avait du 12-13% de rendement également derrière. Donc, c'est un très bon hedge contre l'inflation, ce qui vous permet d'avoir de l'argent qui grandit de manière exponentielle, défiscalisé pour le reste de votre vie, qui protège la famille et qui vous garde la liquidité pour faire d'autres investissements derrière. Vous avez non pas que le rendement interne, vous avez le rendement interne, externe et le rendement de l'assurance décès. Vous démultipliez les rendements, la stratégie patrimoniale. C'est pour ça qu'on utilise cet instrument comme pierre angulaire au-delà de ses liquidités pures pour pouvoir avoir les actifs défensifs. Encore une fois, on n'a pas parlé des actifs de croissance. Sur les actifs de croissance, avec le marché financier, le marché immobilier, le leverage, les produits structurés, les instruments liés à la retraite, c'est là où on va aller chercher le rendement. Mais on ne peut pas avoir qu'une équipe d'attaquants, comme Adrien l'a très bien fait la remarque. Sinon, en général, on perd le match. Oui, Adrien, pardon. Simplement là-dessus, hein, l'inflation à 6%, je suis d'accord sur l'année dernière. Heureusement qu'on n'a pas une inflation à 6% sur les 10 dernières années, parce que là, sinon, ça va être compliqué. Hein, il y a une perte de pouvoir d'achat qui est énorme. L'objectif, hein, nous, quand on parle de stratégie patrimoniale, c'est sur le moyen long terme. On regarde quelle a été l'inflation sur les 10, 20, 30 dernières années. Et on planifie en fonction de cela. Donc voilà. Et puis comme l'a dit Alexandre, hein, le produit par exemple d'assurance vie, lui, il suit également l'inflation. On a des rendements un peu plus forts dans ces périodes-là. Alors, dernière question. Quelqu'un nous demande quels sont les impôts. Alors, c'est assez pointu. Hein. Quels sont les impôts à payer aux États-Unis quand un enfant vivant aux États-Unis reçoit au décès de ses parents en France un contrat d'assurance vie qui était en France? Il n'y a pas d'imposition. Donc, en fait, déjà, n'hésitez pas à vous connecter sur French District. Il y a une liste aussi de comptables et fiscalistes performants franco-américains basés aux États-Unis qui sont les personnes référentes pour ce type de sujet. Mais il n'y a pas de fiscalité. Vous aurez des obligations déclaratives. Si vous avez une donation, une succession supérieure à 100 000 $, il faut absolument de le déclarer ici aux États-Unis. Si vous ne le faites pas, vous pourriez avoir des pénalités assez fortes aux États-Unis. Donc, vous avez des obligations déclaratives supérieures à 100 000 $. Donc, c'est très important de travailler avec votre comptable fiscaliste. Je conseille évidemment d'avoir quelqu'un expert sur la partie franco-américaine parce qu'un comptable fiscaliste américain pur n'aura pas toute cette compréhension des implications à la fois déclaratives sur lesquelles les pénalités sont fortes et elles se cumulent année après année. Hein. Plus on a d'années, on n'est pas en conformité et plus ces pénalités vont se cumuler. Donc, c'est important d'avoir déjà quelqu'un qui comprend comment vous garder compliant, en conformité, mais également de potentiellement optimiser votre stratégie patrimoniale. Ce n'est pas juste de faire ces tax returns, qui est le cas aujourd'hui, vous avez encore quelques jours, si ce n'est pas encore fait, mais également de pouvoir avoir du conseil fiscal, de pouvoir comprendre les implications financières, fiscales et internationales. N'hésitez pas à passer à travers nous potentiellement pour la vue globale internationale. Et puis après, nous, on aura un certain nombre de contacts également, que ce soit des avocats fiscalistes, des comptables. Également, on a un certain nombre de contacts au niveau des avocats aussi de la famille, puisque quand on a les enfants, les documents testamentaires sont assez clés aussi à avoir. Hein. Donc, on revoit ça d'un point de vue holistique, non pas que sur l'aspect financier, mais l'ensemble des implications en tant que Français ici aux États-Unis. Okay. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Adrien, c'était une fois de plus passionnant, super intéressant et en plus comment gérer son patrimoine et ses investissements aux États-Unis en période de forte inflation et de volatilité, évidemment c'est le cas en ce moment, voilà, et c'est plein de questions ce qui se passe en ce moment dans le monde lorsqu'on veut gérer son patrimoine et je crois qu'on peut vous définir aussi un peu comme une sorte de conciergerie aussi dans ce service-là, ce dont tu parlais, Alexandre, à savoir que vous utilisez aussi les services d'autres personnes, vous recommandez à la fois des avocats, des fiscalistes. Il y a un côté conciergerie du patrimoine.
Absolument. Et même, justement, on a des confrères en France hein, sur la partie gestion de patrimoine. Il y a vraiment, en tant que résident fiscal américain, pour notre patrimoine français, avec les implications financières, fiscales et légales, nous n'avons que 4 options patrimoniales à notre disposition. Et nous avons les personnes en France sur la partie franco-française qui peuvent aider sur le patrimoine et de travailler de manière synchronisée pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions à la fois du côté français et du côté américain. Et donc, on va être angulaire dans la stratégie. On va être le numéro 10 en termes d'accompagnement puisqu'on aura cette vue globale internationale et de toutes les implications. Et après, évidemment, on a de temps en temps besoin d'experts qui sont externes à notre valeur ajoutée pour pouvoir jouer un rôle clé pour s'assurer que tout soit nickel dans le futur financier de notre clientèle. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. Alexandre, je te laisse le dernier mot. En tout cas, merci Romain, merci à French District, c'est toujours un plaisir. On reviendra très rapidement avec d'autres sujets, puisque la planification financière, la gestion patrimoine est complexe. Il s'agit d'en comprendre les avenants. Et donc, merci également Adrien pour avoir fait ce premier webinaire avec moi en direct. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.